Bonjour, bienvenue, je vous emmène sur les rives de la Méditerranée pour découvrir les richesses d'un patrimoine parfois méconnu, mais aussi faire le tour de l'actualité du bassin méditerranéen. Suivez-moi, nous rejoindrons la ville de Homs en Syrie, une ville fantôme ravagée par la guerre. Quelques habitants ont refusé de quitter leur maison malgré les risques. Reportage complet dans un instant. Nous irons ensuite en Grèce pour dresser un constat. Le système de santé du pays est à bout de souffle. Asphyxié par la crise et la cure d'austérité, nombre de Grecs se retrouvent privés de sécurité sociale. C'est ce que nous verrons dans ce magazine. Enfin, je vous emmènerai découvrir les châteaux cathares dans l'Aude. Des monuments sublimes, parfois méconnus, et pourtant, leur histoire est riche. Une belle balade à ne pas manquer. Auparavant, revenons sur cette élection controversée en Syrie. Bachar al-Assad a remporté largement cette semaine l'élection présidentielle qu'il avait organisée. Le chef de l'État, au pouvoir depuis 2000, s'est maintenu avec plus de 88% des suffrages, un scrutin décrié par les Occidentaux. L'élection s'est déroulée dans les zones contrôlées par le régime et sans réelle opposition. Beaucoup parlent de simulacre de démocratie. Franck Genozo, Stéphane Guimau. Sur fond de musique patriotique, les rabatteurs de Bachar el-Assad incitent les habitants à aller voter. Il y en a, paraît-il, pour les autres candidats. Nous n'en avons pas vu. À l'intérieur du bureau de vote, on se presse. Pour la première fois depuis 50 ans, les Syriens ont le choix entre 3 candidats. Les gens viennent voter car ce sont les premiers pas de la démocratie en Syrie. Une démocratie de façade car les 2 rivaux de l'actuel président sont quasiment inconnus. Je ne sais pas du tout ce qu'il propose. Et devant notre caméra, personne n'osera critiquer Bachar el-Assad. Il est assuré de gagner. Dans la situation actuelle, la Syrie doit choisir un président fort, car il faut en finir avec sa guerre. La Syrie sera plus forte avec lui, plus forte qu'avant. Difficile de trouver des voix dissonantes au cœur de Damas. Nous te soutenons de tout notre cœur, Bachar, chantent ses partisans. Peut-être les autres candidats à l'élection seront-ils critiques. Direction le bureau d'un d'entre eux. Ils dénoncent la corruption en Syrie, une mauvaise répartition des richesses, mais ces critiques s'arrêtent là. Si vous me parlez d'économie, alors oui, je m'oppose à Bachar. Mais si vous me parlez de sa lutte contre les rebelles, alors je le soutiens à 100%. Je suis même un de ses soldats. Que vaut une élection sans opposition, où des millions de citoyens sont privés de vote dans les zones de combat? Les rebelles ont qualifié le scrutin de farce. À Damas, une association a appelé au boycott. Nous n'avons pas réussi à la rencontrer. À quelques kilomètres de là, les combats se poursuivent. Et les rebelles, à coups d'obus de mortier, ont continué à frapper le cœur de la capitale. Cette élection qui tente de se donner une apparence démocratique ne vise en fait qu'à une chose, renforcer le pouvoir de Bachar el-Assad et lui laisser les mains libres dans la reconquête militaire du pays. Une guerre qui a fait plus de 162 000 morts, déraciné 9 millions de personnes et laissé le pays en ruine. La ville de Homs a été particulièrement touchée ces 2 dernières années. Je vous en parlais il y a 15 jours et vous le voyez derrière moi. Les habitants ont pu revenir dans leur quartier ravagé après un cessez-le-feu conclu entre l'armée et les rebelles. Homs est aujourd'hui une cité fantôme. Un labyrinthe de béton déchiqueté. Sur plusieurs kilomètres carrés. Pas un immeuble. Pas une rue de la vieille ville de Homs n'a échappé au déluge de feu. Les rebelles ont fini par négocier un départ plus au nord le mois dernier, après 3 ans de combat, laissant derrière eux ce terrifiant théâtre de guerre. Sobeil Fares, lui, n'a jamais voulu quitter le quartier où il est né. Avec sa sœur Antoinette, ils ont préféré subir le siège mené par l'armée syrienne. Tant qu'à mourir, autant mourir chez soi. Mais ce n'est pas la peur qui les a le plus marqués, c'est la faim. Lors des rares accalmies, il prenait son courage à 2 mains pour venir au pied de ce mur, cueillir son repas du soir. Ce sont des mauvaises herbes. On les trempait dans l'huile, puis on les faisait cuire avec un peu de riz ou du blé. Il nous conduit ensuite dans l'arrière-cour de son petit appartement, où il a pendant des mois tenté d'améliorer l'ordinaire. On voulait cultiver un potager, mais ça ne poussait pas. Il n'y avait pas assez de soleil. Tous deux ont perdu 30 kilos, mais sa sœur a retrouvé son plaisir. Une bouffée de tabac à l'heure du thé. Les combattants lui en avaient bien proposé au marché noir pendant le siège. 30 € la cigarette, elle n'avait pas les moyens.
Progressivement, les habitants reviennent dans le quartier. Récupérer quelques affaires d'abord en prenant soin d'éviter les mines indiquées par ces inscriptions sur les murs. À quelques rues de là, le souk, des milliers de personnes s'y pressaient chaque jour avant la guerre. Désormais, c'est un dédale calciné et dangereux. Pendant de longs mois, les bombardements ont été intensifs sur la vieille ville de Homs. Puis les soldats syriens et les rebelles se sont battus ici au corps à corps dans les rues tortueuses du souk, où désormais il ne reste plus une seule boutique qui n'ait pas été incendiée ou détruite. Un commerçant s'affaire un peu plus loin. Quelques étagères à récupérer, il ne reste que ça. Avant, il y avait des flacons partout, du shampoing, du parfum, des crèmes. Un crève-cœur pour cet homme qui a grandi dans ces ruelles. Si Dieu veut, on le reconstruira. Il redeviendra aussi beau qu'avant. Un temps maître de la ville, les rebelles se sont retranchés dans ce quartier périphérique toujours instable. D'autres ont préféré rendre les armes. Ils croupissent dans ce bâtiment que le régime appelle centre de rééducation. Nous n'avons pas été autorisés à y entrer. Comme une humiliation, face à leurs cellules, des portraits de Bachar el-Assad. Sur les murs, peu de place pour les autres candidats. Devant notre caméra, les habitants de ce quartier restés fidèles au régime n'y trouvent rien à redire. L'élection est nécessaire pour stabiliser le pays. Que notre président soit réélu et qu'il chasse les rebelles, qu'on puisse enfin rentrer dans nos maisons. Longtemps capitale de la révolution, Homs est désormais le symbole de la reprise en main par Bachar el-Assad, tout-puissant président d'un pays en ruine. L'autre grand titre de l'actualité du bassin méditerranéen cette semaine, c'est l'arrestation de Mehdi Nemmouche, suspecté d'être l'auteur de la tuerie du musée juif de Bruxelles. En 2012, ce franco-algérien de 29 ans est parti faire le djihad. Il a alors rejoint la Belgique, puis l'Angleterre avant de s'envoler pour le Liban et la Turquie. Dernière étape avant de passer en Syrie pour combattre aux côtés d'un groupe islamiste radical. Mehdi Nemmouche semble s'être fanatisé en prison où il a fait plusieurs séjours pour différents faits de délinquance. Les centres de détention en France sont devenus des lieux de prosélytisme, voire d'embrigadement. Les autorités ne parviennent pas à endiguer ce fléau. L'une de nos équipes a recueilli le témoignage d'un ancien détenu approché par des islamistes radicaux. Regardez. Karim Mokhtari a passé plus de 6 ans derrière les barreaux. Condamné dans une affaire de trafic de drogue, il découvre la prison à 18 ans. À la maison d'arrêt d'Amiens, très vite, il est approché par un petit groupe de détenus musulmans pratiquants. À l'époque, il ne connaît rien à l'islam et le discours de leur chef le réconforte. Il m'a donné cette possibilité d'exister. Il y a quelqu'un qui m'attend, quelqu'un qui m'apprécie, quelqu'un qui croit en moi et en ma capacité à apprendre et à m'améliorer. Ce sont en fait des islamistes radicaux et leur leader incarcéré après les attentats de 1995 à Paris. Le piège se referme alors sur Karim Mokhtari. Avec ce groupe, il parle d'islam, du Coran et pas seulement. Et petit à petit, le discours, ça glisse vers notre mission de musulmans. C'est de faire en sorte que tout le monde soit des musulmans, que tout le monde, qu'il faut défendre l'islam et à n'importe quel prix, parfois, et même s'il faut faire la guerre pour ça. Karim Mokhtari a pu se libérer de l'emprise de cet imam autoproclamé, car face à ce prosélytisme, l'administration pénitentiaire a décidé de séparer le groupe. Combien sont-ils à tomber dans le fondamentalisme derrière les barreaux, à l'image de Mohamed Merah, incarcéré puis radicalisé lors de sa détention. Pour cette spécialiste, la prison est le lieu parfait pour manipuler les jeunes détenus. Plus vous êtes dans une situation coupée de la réalité, comme l'enfermement, plus c'est facile de vous faire miroiter, de devenir le nouveau héros qui va régénérer le reste du monde, en supprimant tous ceux qui ne sont pas comme lui. Pour lutter contre ce prosélytisme, depuis plusieurs années, le ministère de la Justice a décidé de recruter des aumôniers musulmans. Leur rôle, disent-ils, faire barrage à toutes les dérives extrémistes. Il y en a 169 actuellement, pour la plupart formés dans ces cours à la mosquée de Paris. Chaque année, 15 nouveaux postes devraient être créés. Et ce chiffre qui fait réfléchir, plus de 30 ressortissants français partis combattre en Syrie ont trouvé la mort. Annonce faite par le président François Hollande mercredi. Mehdi Nemmouche, lui, aurait intégré en Syrie le IIL, l'État islamique de l'Irak et du Levant. Ce groupe djihadiste ultra-radical se pose en rival d'Al-Qaïda. Alors qui sont-ils? Élément de réponse avec Marc de Chalvron et Dominique Bonnet.
Ces vidéos de propagande pullulent sur Internet. C'est un signe. L'État islamique en Irak et au Levant est en passe de devenir le groupe djihadiste le plus puissant du monde. Plus puissant même qu'Al-Qaïda, avec ses milliers de combattants et son territoire. Toute cette zone en rouge, à cheval entre l'Irak, le berceau du mouvement, et la Syrie, nouvelle terre d'élection. À la tête du groupe, Abou Bakr al-Baghdadi. On ne dispose que de 2 portraits de lui, dont cette photo, diffusée par le FBI. Un Irakien aussi puissant que mystérieux. C'est aujourd'hui de très loin le groupe djihadiste le plus dangereux au monde. Et je crois que son chef, Abou Bakr al-Baghdadi, est encore plus dangereux que ne l'était Ben Laden de son vivant. En Syrie, le IIL est devenu la marque qui attire les candidats étrangers au djihad de toute nationalité. Sur cette vidéo amateur datée d'avril dernier et postée sur Internet, on voit ces hommes se présentant comme des Français engagés dans le mouvement. Bismillah, je suis prêt, Inch'Allah, aujourd'hui je vais à la rencontre des Français. Des cibles privilégiées pour le groupe djihadiste. Le IIL a les moyens, le temps, l'énergie, l'argent de littéralement les racoler à la frontière quand elle ne les a pas déjà amorcés sur Internet. Pour certains experts, l'attentat de Bruxelles pourrait être la première opération téléguidée par le mouvement en Europe, hors de ses terres d'implantation. En Égypte, l'ex-chef de l'armée Abdel Fattah al-Sisi a été proclamé officiellement président avec plus de 96% des suffrages. C'était mardi, 11 mois après avoir destitué l'islamiste Mohamed Morsi et réduit à néant toute opposition. Dans un discours télévisé après l'annonce de sa victoire, le maréchal Sisi a appelé les Égyptiens à œuvrer pour restaurer la liberté et la justice sociale. Les ONG internationales des droits de l'homme avaient d'emblée estimé que cette élection était une farce. Pour beaucoup, le pouvoir de Sisi est encore plus autoritaire que celui de Moubarak. En Espagne, une page s'est tournée cette semaine. Le roi Juan Carlos a abdiqué lundi. Son fils s'apprête donc à monter sur le trône. Felipe VI hérite d'un pays frappé de plein fouet par la crise économique. Retour sur une abdication surprise avec Sophie Granel et Sophie Tallois. Aujourd'hui, la jeune génération, avec toute son énergie, mérite de prendre le relais. C'est à la télévision lundi soir que Juan Carlos annonce la nouvelle à son peuple. À la surprise générale, le roi d'Espagne abdique au profit de son fils Felipe après 38 ans de règne. Une décision pour le bien du pays, selon le monarque, affaibli depuis quelques années par des problèmes de santé et des scandales à répétition, comme sa participation à ce safari au Botswana en 2012, en pleine crise financière. Je regrette. Je me suis trompé et cela ne se reproduira pas. Un pardon que beaucoup d'Espagnols ont refusé de lui accorder. Avec ces histoires de corruption, il a fait plonger l'Espagne. Pour ça, il n'y a pas de pardon possible. C'était mal. Si c'est pour boiter avec sa canne, qu'il reste chez lui. Et pourtant, Juan Carlos a été le symbole du renouveau en Espagne. En 1975, à la mort du général Franco qu'il avait désigné comme son successeur, le jeune roi engage aussitôt le pays sur la voie de la démocratie, un rôle essentiel que les anciens n'oublient pas. Notre précédente République a été une catastrophe. Les politiques ont passé leur temps à se quereller et ça nous a menés à la guerre. Donc la monarchie, c'est ce qu'il y a de mieux. Chez les plus jeunes, ceux qui n'ont pas connu le franquisme, c'est un tout autre son de cloche. Quelques heures à peine après l'annonce de l'abdication lundi, des dizaines de milliers d'Espagnols sont descendus dans la rue, comme ici à Madrid, pour réclamer la fin de la monarchie. Le roi, personne ne l'a choisi. Et en plus, il nous coûte cher. Et on est en période de crise. Reconquérir l'opinion publique, la tâche s'annonce ardue pour le futur Felipe VI. À 46 ans, le prince des Asturies possède beaucoup d'atouts, parmi lesquels sa femme Letizia, roturière divorcée très appréciée des Espagnols. C'est d'ailleurs à ses côtés que Felipe a prononcé ses premiers mots en tant que prochain roi d'Espagne. Permettez-moi de me limiter à renouveler ma volonté, ma conviction, à dédier toutes mes forces, avec espoir, avec illusion, à la tâche passionnante de continuer à servir les Espagnols et notre chère Espagne, une nation, une communauté sociale, politique, unie et diverse.
Dans les jours qui viennent, les 2 chambres du Parlement devront approuver la succession de Juan Carlos. L'intronisation de Felipe VI devrait intervenir aux alentours du 18 juin. Voilà ce que l'on pouvait dire sur l'essentiel de l'actualité du bassin méditerranéen cette semaine. Ouvrons une page économique et rejoignons la Grèce, un pays, vous le savez, frappé également par la crise. L'occasion pour nous d'approfondir un dossier épineux, celui du système de santé. Un système à bout de souffle. Nombre de Grecs asphyxiés par la cure d'austérité se retrouvent privés de sécurité sociale. C'est le grand angle de ce magazine. L'Acropole veille sur Athènes, mais les charmes de la Grèce antique ne parviennent plus à masquer la réalité d'un pays lessivé par la crise. Parmi les victimes des économies à marche forcée, la santé publique. Pour s'en apercevoir, direction l'un des principaux hôpitaux de la ville. Nous voulons nous rendre aux urgences, refus de la direction. C'est donc en caméra cachée que nous filmons. Dans les couloirs, plus une place de libre. Des dizaines de patients attendent qu'un médecin ait le temps de s'occuper d'eux. Il manquerait 5000 praticiens dans le pays et l'hôpital n'a plus le droit d'embaucher. Les urgences, c'est souvent le dernier recours pour des Grecs qui n'ont plus les moyens de se faire soigner ailleurs. Fotis a 55 ans, gravement malade, il a perdu son emploi l'an dernier et en Grèce, devenir chômeur, c'est perdre son assurance maladie. Je dois passer un examen, mais j'ai plus d'argent et mon assurance sociale est périmée. Cet examen, il est obligatoire et je dois payer 400 €. Je peux pas. Et après, il y a l'opération qui va coûter 6 000 €. Je trouve pas de solution. Seule solution pour les malades comme Fotis, présenter un papier de pauvreté. Problème, beaucoup de chômeurs en sont exclus parce qu'ils sont propriétaires d'un logement ou d'une voiture. Une double peine en quelque sorte. En banlieue d'Athènes, sur une base militaire désaffectée, l'un des 14 dispensaires de la capitale. Les médecins ou les infirmières, tous volontaires, n'ont pas le temps de chômer. Ils auscultent en moyenne 70 personnes par jour. Depuis qu'elle est au chômage, Piggy ne peut plus se payer le médecin. Alors c'est ici qu'elle et ses enfants viennent se faire soigner. Avant, j'avais mon travail, ma carte de sécurité, je pouvais aller à n'importe quel docteur, c'était complètement différent. Mais maintenant, la santé en Grèce a changé. Piggy est l'exemple même de ces Grecs que la crise a terrassés. Des commerçants ou des artisans qui vivaient plutôt bien et qui se retrouvent aujourd'hui sans aucune couverture sociale et avec pour seul revenu des petits boulots, 650 € pour Piggy. Avant, je gagnais de mon boulot 3500 moi et 2500 mon mari. En ce moment, il n'y a plus de mari. Mon mari est parti vivre seul. Nous, on est ici avec, on est les 3, mes 2 garçons et moi. On peut presque pas vivre. Le pays a peut-être réussi son retour sur les marchés financiers, mais les Grecs ne voient toujours pas leur horizon s'éclaircir. La Grèce qui enregistre un taux de chômage de 26,8%, c'est l'un des plus élevés de la zone euro. Allez, revenons en France où François Hollande a finalisé cette semaine la nouvelle carte du pays. Celui-ci sera composé de 14 régions au lieu de 22 aujourd'hui. Au bord de la Méditerranée, par exemple, le Languedoc-Roussillon va fusionner avec Midi-Pyrénées. 2 capitales régionales ne feront désormais plus qu'une, Toulouse et Montpellier. Un mariage qui ne fait pas l'unanimité, loin de là. Anne Demy, Véronique Gaglione, reportage. Toulouse étendrait donc sa région jusqu'à Collioure, dans les Pyrénées-Orientales. Une fusion entre Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon. À Montpellier, la pilule a un peu de mal à passer. On n'a pas la même façon de penser, on n'a pas la même culture non plus, on n'a pas les mêmes coutumes. Ici on mange des grisettes, là-bas on mange des bonbons à la violette, il faut garder tout ça, sinon tout va se mélanger. À Narbonne, dans l'Aude, on est moins alarmiste. Même partagé avec la région voisine, l'identité du Languedoc-Roussillon ne serait pas vraiment en danger. Tant qu'on ne perd pas l'identité narbonnaise et que les autres ne perdent pas leur identité, moi je ne suis pas contre la fusion. Mais est-ce que ça va vraiment rapporter des économies? Je ne sais pas. Vous avez toute idée de gens de l'autre qui vont travailler à Toulouse, tous les jours. Hein. Alors, ça serait bien d'être avec Toulouse. Moi je pense, mais au point de vue administration, il y aura... Il y aura des couacs. Toulouse, c'est l'Occitanie aussi. Non, je crois que ça pourrait aller bien. Je ne suis pas contre, moi.
Du Pont du Gard à la cité de Carcassonne, le Languedoc-Roussillon est une région très peuplée, mais elle compte aussi 14% de chômeurs. Face à Toulouse, 4e ville de France, certains Montpelliérains se sentent oubliés. Quelque part, c'est un peu pas comme un échec, mais on se dit, si on nous enlève pour nous mettre ailleurs, c'est que tout seul, on n'y arrive pas, quoi. À l'hôtel de région, la fusion programmée du territoire avec Midi-Pyrénées ne passe pas non plus, pas du tout même. Son président crie à l'humiliation et demande réparation. Cette carte de la France des copains qui s'est faite au dernier moment, il n'y a pas de quoi. Et 6 exceptions, il y a 6-7 exceptions. Bien, tout simplement, je demande à faire partie de la 8e exception. On sera 15 régions en France. C'est assez simple en soi. Le président de Languedoc-Roussillon ne veut pas en rester là. Il a lancé une pétition pour s'opposer au projet de fusion de sa région. Je vous emmène non loin de là à présent, dans l'Aude, pour une belle balade au milieu des châteaux cathares. Des édifices riches en histoire, situés près de la frontière espagnole. Des monuments impressionnants au point de vue sublime. Muriel Lassaga et David Bress nous servent de guide. On le distingue à peine. Là-haut, posé sur la falaise, le château de Peyrepertuse est pourtant là depuis près de 1000 ans. Un château cathare qui s'élève à 800 mètres d'altitude entre Méditerranée et Pyrénées. Il y a la frontière espagnole au fond là-bas, entre la France et l'Espagne, Perpignan, le golfe du Lion au fond. Enfant du pays, le maire de la commune sait bien que ce patrimoine est inestimable. Une aussi grande forteresse à une telle altitude n'existe nulle part ailleurs en Europe. Le château a été érigé sur place. C'est-à-dire qu'un petit peu partout sur le monument, on trouve des carrières avec des fronts de taille. Et toutes les pierres que vous avez sur ce monument-là ont été extraites sur place du monument. 7000 mètres carrés d'édifices. Le fait qu'ils aient réussi à construire un tel édifice à cette hauteur, c'est vrai que c'est impressionnant. Il faut y aller pour le construire sur la crête et puis monter pierre après pierre. Quelque chose qui tient debout après des siècles et des siècles. Ces citadelles du vertige attirent chaque année 600 000 visiteurs. Montségur, Aguilar, Peyrepertuse ou encore ici, Quéribus. Ce château a été le dernier refuge des cathares. Ces chrétiens qui souhaitaient vivre leur foi dans le dénuement, en opposition à l'Église catholique jugée trop opulente. Quand on rentre dans ces châteaux, quand on est imprégné de cette histoire, on est obligé d'avoir une compassion pour ces gens, pour nos ancêtres qui se sont battus en essayant d'apporter une religion pour contrer la religion catholique qui à l'époque leur faisait subir quelques soucis. Malgré ces forteresses imprenables, les cathares furent pourchassés, brûlés sur des bûchers, exterminés. Ces châteaux en sont les seuls témoins existants, peut-être un jour classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La démarche est engagée afin de conserver ce patrimoine presque millénaire. Et après avoir pris de la hauteur, je vous invite à prendre le large. La 45e édition de la Solitaire du Figaro partira de Deauville demain, dimanche. 40 skippers seront sur la ligne de départ. Parmi eux, un Marseillais. Jean-Paul Mourin connaît bien les épreuves de cette course et pour cause. Ce sera sa 27e participation. Il s'est entraîné ces dernières semaines en Méditerranée. Rencontre signée Jean-Louis Boudard et Virginie Danger. À 61 ans, le Marseillais Jean-Paul Mourin est le doyen de la course en solitaire du Figaro. Une épreuve qu'il n'a jamais gagnée, malgré 27 participations. Pendant un mois, c'est là qu'il va vivre, sur ce bateau de 9 mètres de long, équipé d'une couchette exiguë, d'un réchaud rudimentaire, mais d'un ordinateur puissant qui va lui fournir pendant la course tous les paramètres de vent, de courant, de cap et de vitesse. La technologie, il faut la dominer. C'est un outil, mais la météo, il faut la comprendre. Et donc, on fait des stages météo pour essayer de comprendre dans quelle phase on est et dans quoi on va être broyé ou du calme. Ultime séance d'entraînement en rade de Marseille, indispensable pour tenir la distance. Le Figaro est une course à étapes qui cette année va se disputer entre Deauville, Plymouth, Roscoff et Cherbourg, soit près de 3700 km en solitaire. Pour
Pour l'assister, le skipper dispose d'un pilote automatique. Il lui permet de lâcher la barre pour manœuvrer, préparer un repas, travailler sur l'ordinateur et surtout pour aller dormir. Comme il y a des coupes fins, il y a des coupes sommeil, on dort par petits chapelets de 15 minutes. On en fait plusieurs, mais à chaque réveil, on sort, on vérifie les paramètres, les voisins, si on a perdu la vitesse, si on a une algue, on passe une checklist générale et ensuite on va se recoucher. Et comme on est en manque de sommeil, c'est pas un problème de retrouver le sommeil, on s'endort immédiatement. Sur cette régate, très dure, très physique, Jean-Paul Mourin sait qu'il aura fort à faire avec des skippers plus jeunes, plus forts et plus entraînés que lui. Mais à 61 ans, le Marseillais est toujours là. Heureux d'être en mer et de poursuivre son rêve de course au large. Et puisque nous parlons bateau, restons à bord pour admirer une exposition originale organisée au musée de la Marine à Toulon. Sont ici rassemblés une multitude de modèles réduits, des bateaux jouets très en vogue entre 1850 et 1950, des petites merveilles où le moindre détail comptait. Regardez. Le souci du détail, des matériaux précieux, acajou, cuivre, étain. Ces navires de guerre ne sont pas des maquettes, mais bien des joujoux pour enfants. Nous sommes à la fin du 19e siècle, l'âge d'or des bateaux jouets. Ici, vous avez effectivement un type de propulsion mécanique à mouvement d'horlogerie avec une clé extrêmement sommaire qui se trouve sur le côté. Et ces bateaux sont réellement faits pour naviguer sur les bassins. Pour les enfants ? Pour les enfants. Alors évidemment, des bateaux aussi sophistiqués avec des machines à vapeur, les enfants ne les manipulent pas tout seuls. De petits trésors mécaniques flottants qui ont de quoi faire rêver les collectionneurs. Certaines pièces ici sont tout simplement uniques au monde. Mais qui dit bateau militaire dit équipage et ils sont là figurines en tout genre, plates en étain à l'effigie de l'armée austro-hongroise ou de la marine française. C'est des jouets d'enfants, donc de les retrouver en à peu près bon état, c'est assez exceptionnel. Et ici, vous avez là les plus petits que je connaisse, les petits marins français, puisqu'ils ont bien la houppette, le pompon rouge. Après la Première Guerre mondiale, la production devient plus industrielle. Le bateau jouet se démocratise, se multiplie. C'est tout un univers, celui de la guerre, qui entre dans la chambre de l'enfant. Si on offre ces bateaux, d'abord parce qu'ils représentent une marine française qui est en pleine expansion, une marine française flamboyante, et on espère que le petit garçon embrassera effectivement la carrière de marin. Ce qui est le cas de ce petit garçon qui est au mur, qui a donc, à qui on a offert un très joli cuirassé à roulettes et qui deviendra amiral par la suite. Aujourd'hui, le bateau jouet a pris d'autres formes, a laissé place à d'autres jeux pour toucher couler le cœur des enfants. Et Toucher couler, c'est le nom de cette exposition à voir jusqu'au 3 janvier 2016. Vous avez le temps. Avant de se quitter, un mot sur Sœur Christina. Nous vous en parlions ici même il y a quelques semaines. Cette religieuse sicilienne a remporté jeudi la version italienne de l'émission The Voice. Sœur Christina a suscité l'engouement progressif de millions de fans dans tout le pays et dans le monde. Je vous propose de l'écouter. Juste le temps pour moi de vous souhaiter un très bon week-end et une très belle semaine.